Elle n'aurait jamais cru qu'une simple phrase, lancée par une voix qu'elle avait elle-même bercée autrefois, puisse la transpercer comme un éclat de verre. Pourtant, quand Lise, sa petite fille, avait dit « Tu mangeras après tout le monde », le silence autour de la table avait pris un goût de métal. Edith avait compris que quelque chose venait de mourir en elle, quelque chose qu'on ne pourrait plus jamais recoller. Le rôti brûlait encore entre ses doigts quand elle se leva. Edith sentit immédiatement les regards se lever vers elle, un mélange de surprise, d'agacement et, ce qui la heurta davantage, d'amusement. Marianne, sa fille, ne fit que lever un sourcil, comme si elle assistait à la scène d'un enfant capricieux. Benoît, lui, continua de verser du vin aux invités, imperturbable, trop occupé à raconter une anecdote de bureau. Personne ne demanda où elle allait, personne ne tenta de la retenir. Elle marcha vers la porte en tenant le plat chaud contre elle, comme un bouclier dérisoire, mais solide dans sa main. Ses pas résonnaient dans le couloir carrelé. Elle entendit la voix de Marianne derrière elle, basse mais cinglante. « Maman, franchement, tu exagères !» Edith ne répondit pas. Ses doigts étaient rouges, mais elle serrait le plat comme si sa vie entière tenait dedans. Quand elle franchit la porte d'entrée, l'air froid de la soirée la frappa au visage. Un frisson la secoua, mais ce n'était pas la température, c'était autre chose, une déchirure. La rue était silencieuse. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune qui glissait sur les trottoirs encore humides de la pluie du matin. Edith inspira profondément. Le rôti fumait encore. Elle le déposa un instant sur le muret de pierre devant la maison pour frotter ses mains brûlées contre son manteau. Elle n'avait pas de plan. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait plus rester là. Elle jeta un dernier regard à la maison. On voyait l'intérieur éclairé, les silhouettes qui continuaient de s'animer autour de la table, comme si rien ne s'était passé, comme si son absence n'avait aucune importance. Elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Comment avait-il pu en arriver là? Comment sa propre fille pouvait-elle la réduire à une domestique silencieuse et maintenant à une ombre qu'on reléguait derrière la porte de la cuisine? Edith reprit le plat et marcha. Le rôti pesait lourd dans ses bras, mais elle refusait de le laisser derrière. Chaque pas l'éloignait du vacarme étouffé de la maison. Elle avançait dans la rue comme une fugitive, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Les premières minutes furent floues, presque irréelles. Ses pensées tournaient sans ordre. Lise, la phrase, le rire étouffé de Benoît, l'indifférence tranchante de Marianne. Et au milieu de tout ça, elle, debout, brûlée par un geste qu'elle n'avait pas prévu. En arrivant au bout de la rue, elle s'arrêta. Ses mains tremblaient, pas de peur, de lucidité nouvelle. Ce n'était pas la première fois qu'on la repoussait, non. Cela faisait des années qu'on la faisait glisser doucement vers la marge, sous couvert de « Maman, repose-toi » ou « Laisse, tu vas te fatiguer ». Progressivement, sa voix avait cessé de compter, puis ses décisions, puis même sa présence. Ce soir n'était pas une rupture soudaine, c'était l'aboutissement. Elle inspira longuement. Devant elle, le croisement menait soit vers le centre-ville, soit vers la lisière du quartier résidentiel. Ses pieds choisirent que naturellement la seconde direction, un chemin qu'elle connaissait, un chemin qu'ils avaient oublié qu'elle connaissait. Elle continua jusqu'à ce que les maisons deviennent plus espacées. Le rôti avait refroidi dans son plat, dégageant une odeur de thym qui se mêlait à l'air humide. Elle n'avait plus mal aux mains, seulement mal à l'âme. Et pourtant, au fond d'elle, une petite étincelle s'était allumée, infime mais bien réelle, une étincelle que l'humiliation venait de réveiller. Elle se rappela soudain un détail. Dans l'après-midi, alors qu'elle mettait le couvert, elle avait remarqué que sa place avait été préparée à la hâte. Pas de serviette, pas de couteau propre, seulement une vieille fourchette déposée de travers. Elle avait cru à un oubli. Maintenant, elle comprenait que ce n'était pas un accident, mais un symbole. On ne mettait pas le couvert pour ceux qu'on ne respecte plus. Une voiture passa lentement près d'elle, les phares balayant la route. Le conducteur ne la regarda pas. Tant mieux. Elle préférait ainsi. Elle prit une petite rue à gauche et les souvenirs affluèrent. Ce quartier, elle l'avait connu avant Marianne, avant les obligations, avant l'usure. Elle n'était pas seulement une grand-mère, pas seulement une mère, elle était Édith, une femme qui avait construit sa vie avec ses mains, une femme qui avait aimé, perdu, travaillé, survécu, et elle en avait assez qu'on la traite comme une charge encombrante. Elle ralentit devant un portail rouillé. Son cœur battit plus fort.
Elle n'était pas passée ici depuis des mois, peut-être un an. Elle regarda autour d'elle, puis entra lentement dans l'allée envahie d'herbe. La clé froide dans sa poche prit soudain tout son sens. Elle la sortit, l'inséra dans la serrure. Le cliquetis résonna dans la nuit silencieuse. La porte s'ouvrit. Dans la petite maison sombre, l'air sentait la poussière et le bois ancien. Personne ne savait qu'elle en avait gardé les clés. Personne ne savait qu'elle y revenait parfois en secret quand le silence de la maison de Marianne devenait trop lourd. Elle posa le rôti sur le plan de travail, referma la porte derrière elle et alluma une lampe. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit chez elle. Elle enleva son manteau, puis resta immobile. La pièce était froide, mais son esprit, lui, semblait s'ouvrir. Elle s'approcha du buffet, ouvrit le tiroir du bas et sortit une boîte en fer. Elle la posa sur la table, hésita, puis souleva le couvercle. À l'intérieur, des papiers soigneusement rangés, des lettres, des relevés, des copies anciennes, des noms qu'elle n'avait pas prononcés depuis des années. Elle passa ses doigts dessus. Quelque chose commençait. Elle ne savait pas encore quoi, mais elle sentit au plus profond d'elle que ce soir, en quittant le dîner, elle n'avait pas seulement pris le rôti, elle avait repris sa vie. La petite maison semblait reprendre vie autour d'elle, comme si les murs, après des mois de silence, reconnaissaient enfin la présence d'Édith. Elle s'assit lentement à la table, ouvrit la boîte en fer et aligna les papiers devant elle. La lumière jaune de la lampe découpait des ombres fines sur ses mains ridées. Elle inspira profondément. Chaque document avait été conservé pour une raison précise, mais elle ne s'était jamais imaginé devoir s'en servir un jour. Elle prit d'abord une enveloppe jaunie portant l'écriture de son mari défunt, pas pour la lire, elle la connaissait déjà, mais parce qu'elle contenait un papier important, un ancien relevé prouvant un dépôt fait à son nom, que Marianne ignorait. Elle la posa sur le côté. Elle sortit ensuite une série de lettres de la banque, certaines demandant des signatures qu'elle n'avait jamais renvoyées. Celle-là aussi serait utile. Mais quelque chose manquait. Un dossier bleu. Elle se souvenait l'avoir placé dans cette boîte il y a quelques mois, après une conversation étrange avec Benoît, conversation où il avait tenté d'en savoir plus sur ses comptes sous prétexte d'organiser l'avenir. Le dossier contenait une procuration non signée et un formulaire qu'il avait essayé de lui faire parapher en douce. Édith fouilla la boîte, puis les tiroirs du buffet, puis même sous les piles de draps. Rien. Le dossier avait disparu. Elle ressentit une brusque montée de chaleur dans sa poitrine. Quelqu'un était entré ici. Rien n'était renversé, rien n'était brisé, mais l'absence du dossier était trop précise pour être un hasard. Elle s'assit, immobile, fixant le mur devant elle. Cette petite maison était censée être son refuge, l'endroit que personne ne connaissait. Mais quelqu'un savait. Quelqu'un avait osé entrer dans cet espace silencieux pour fouiller ses papiers. Elle posa les mains à plat sur la table, cherchant à calmer son souffle. Il fallait réfléchir. Qui aurait pu trouver la clé? Personne ne l'avait vue la prendre. Personne ne savait qu'elle la gardait dans la poche intérieure de son manteau beige. Elle fronça les sourcils. Sauf, sauf ce jour où Marianne avait fait la lessive pour elle, soi-disant par gentillesse. Elle avait insisté pour vider les poches elle-même, prétextant que le tissu était fragile. À l'époque, Édith n'y avait vu qu'une attention un peu brusque. Aujourd'hui, cela prenait un tout autre sens. Elle referma la boîte en fer et la glissa sous la table. Une seule chose était claire. Ce soir, elle ne devait pas retourner chez sa fille. Peut-être jamais. Une peur froide descendit dans son ventre. Pas une peur paralysante, non. Une peur qui aiguise, qui pousse à rester en éveil. Elle attrapa son téléphone dans la poche de son manteau et regarda l'écran. Aucune notification, aucun appel manqué, pas même un message de Lise. Personne n'avait donc remarqué sa disparition. Elle se leva, alluma un radiateur électrique, puis alla tirer les rideaux de la petite fenêtre donnant sur le jardin. La nuit enveloppait tout. Les silhouettes des arbres dansaient légèrement sous le vent. Édith resta un instant appuyée contre le mur, écoutant le bruissement des branches. Elle se sentit soudain vieille, pas affaiblie, vieille de tout ce qu'elle avait retenu pendant trop longtemps. Un bruit sec venant de l'extérieur la fit sursauter. Elle se retourna vivement, le cœur battant. Un claquement furtif comme une pierre heurtant le gravier. Elle resta immobile, tendant l'oreille. Rien, juste le vent. Elle s'approcha doucement de la fenêtre, mais se garda bien de l'ouvrir.
Ses yeux fouillèrent à l'obscurité. Le jardin semblait vide. Elle attendit encore quelques secondes, puis s'éloigna. Elle se força à respirer lentement. La fatigue commençait à peser sur ses épaules. Elle prit une chaise, s'assit et posa son front sur ses mains. La journée avait été trop longue. Elle avait besoin de repos. Demain, elle réfléchirait. Demain, elle agirait. Elle finit par se lever, prit une couverture rangée dans un placard et la déplia sur le vieux canapé. Le rôti refroidi reposait toujours sur le plan de travail, comme un témoin muet de tout ce qu'elle venait de fuir. Elle sentit une étrange tendresse pour ce plat absurde qu'elle avait emporté. C'était peut-être stupide, mais c'était son geste de survie. Elle éteignit la lampe, ne la laissant qu'en veilleuse, et s'allongea lentement sur le canapé. Le silence de la petite maison était profond, presque apaisant. Mais sous cette tranquillité, quelque chose grondait déjà en elle, un mélange de douleur, de lucidité et d'une force ancienne qu'elle n'avait pas appelée depuis des décennies. Elle ferma les yeux sans savoir que ce qu'elle venait d'entendre dehors n'était pas le vent, pas cette fois. Le matin s'insinua doucement dans la petite maison, une lumière pâle glissant entre les rideaux lourds. Édith ouvrit les yeux brusquement, sans savoir si elle avait dormi 1 heure ou 3. Son cou était raide, ses mains froides. Le rôti, oublié sur la table, formait une tache sombre dans la lueur grise. Tout semblait silencieux, presque trop silencieux, comme si la nuit retenait encore son souffle. Elle se redressa lentement, sentant dans son corps cette lourdeur particulière qui suit les journées où l'on décide plus qu'on ne parle. Elle marcha vers l'évier, ouvrit le robinet et laissa l'eau couler sur ses doigts. Sa peau avait l'air plus fragile que la veille. Pourtant, elle sentait en elle une tension nouvelle, comme si quelque chose s'était resserré et ne lâcherait plus. Avant tout, il fallait vérifier l'intérieur de la maison. Non pas par paranoïa, se dit-elle, mais par prudence élémentaire. Elle fit le tour des pièces, ouvrant chaque porte avec lenteur. Le salon était intact, à part la poussière qui file sur les meubles. La petite chambre, où elle dormait autrefois lorsqu'elle venait ici pour respirer loin des obligations, n'avait pas bougé. Lit simple, commode ancienne, une couverture pliée. Rien de déplacé, rien d'évident. Mais l'absence du dossier bleu revenait sans cesse dans son esprit, comme une piqûre répétée. Elle retourna dans la salle principale, s'assit à la table et observa la boîte en fer. Hier, elle l'avait ouverte dans l'urgence. Aujourd'hui, il fallait regarder autrement. Elle la tira vers elle, en retira le couvercle et prit le temps d'examiner l'intérieur méthodiquement. Les papiers étaient alignés avec une précision qui n'était pas la sienne. Elle empilait. Là, quelqu'un avait ordonné. Ce détail serra sa gorge. Quelqu'un était entré ici, réellement. Pas un doute. Elle referma calmement la boîte, comme si le geste pouvait apaiser la colère sourde qui montait. Que cherchait-il exactement? Pourquoi vouloir ce dossier-là? Peut-être supposait-il qu'elle l'avait perdu ou qu'elle ne se souviendrait plus de son existence. Il comptait sur sa fatigue, sur son âge, sur cette fragilité qu'ils avaient eux-mêmes entretenue. Édith sentit ses lèvres se serrer. Il la croyait faible. Il se trompait. Elle enfila son manteau. Le froid de la maison n'aidait pas à réfléchir. Elle ouvrit la porte d'entrée et sortit sur l'allée envahie d'herbe. La lumière du matin révélait des traces sur le sol. Elle se pencha. Des empreintes légères sur le gravier, pas les siennes. Un sillon interrompu, comme si quelqu'un s'était arrêté pour écouter. Elle resta figée un moment, le souffle suspendu. Ce qui l'avait réveillée dans la nuit n'était pas un animal, ni un hasard. On l'avait suivie ici. Elle se redressa, ferma la porte derrière elle et verrouilla. Il fallait s'éloigner un instant, se donner l'illusion d'un rythme normal. Descendre la rue, voir les visages, entendre le bruit des voitures. Elle marcha vers la petite boulangerie du quartier. Le trottoir était humide, les volets se levaient un à un. Personne ne semblait la remarquer. C'était presque rassurant. Elle entra dans la boulangerie et commanda un café. La jeune vendeuse lui sourit poliment, sans la juger, sans la connaître. Ce simple geste d'anonymat lui fit du bien. En reprenant sa marche, le café chaud entre les doigts, elle sentit son esprit se clarifier. Elle ne pouvait pas rester passive. Retrouver le dossier disparu importait moins que comprendre combien de temps ses enfants fouillaient déjà dans sa vie. Et surtout, comment ils avaient trouvé cette maison? La réponse, évidemment, se trouvait de l'autre côté du problème. Ils avaient fouillé dans ses affaires, ils avaient observé, ils avaient écouté. L'idée la fit frissonner.
Elle rentra à la maison en milieu de matinée. Le soleil commençait à traverser les branches du jardin. Elle posa sa clé dans la serrure, hésita un instant, puis entra. L'odeur de poussière et de vieux bois l'accueillit. À peine eut-elle posé son sac qu'elle entendit un bruit léger, un froissement presque imperceptible venant de la pièce du fond. Une présence? Une souris? Son cœur bondit. Elle s'immobilisa, tendit l'oreille, puis avança lentement. La pièce était vide. Pourtant, sur le sol, un petit fragment de papier traînait. Un coin déchiré, trop propre, trop récent pour appartenir au document de la boîte. Edith le ramassa, le retourna. Une bordure bleue, le dossier. Une partie en avait été arrachée, on l'avait emporté. Mais on avait laissé une trace. Elle serra le morceau dans sa main. Pas de panique, pas maintenant. Ce détail signifiait que celui qui était venu ici n'avait pas eu le temps de tout contrôler. Peut-être avait-il été interrompu, peut-être pensait-il revenir. Elle inspira profondément, chercha un carnet dans le buffet et nota l'heure, l'état de la maison, le fragment retrouvé. Elle allait devoir s'organiser, mettre en place ses propres preuves. Il voulait jouer à ce jeu? Alors elle le jouerait mieux qu'eux. Elle posa son stylo, regarda autour d'elle et comprit que ce silence, désormais, n'était plus seulement un refuge, c'était un terrain de bataille. Edith resta longtemps assise devant la petite feuille bleuâtre trouvée sur le sol. Elle la tournait entre ses doigts comme si elle pouvait en extraire une explication. Ce fragment confirmait deux choses. On s'était introduit ici et on n'avait pas agi dans la précipitation totale. Quelqu'un avait eu le temps de fouiller, de choisir ce qu'il voulait emporter, mais pas celui d'effacer toutes les traces. Cette imperfection la rassura presque. Les gens trop sûrs d'eux commettent toujours des erreurs. Elle rangea soigneusement le fragment dans la boîte en fer, puis referma le couvercle avec un geste lent. Le métal claqua faiblement. Elle sentit alors quelque chose se déplacer en elle, une forme de lucidité calme, froide, organisée. La stupeur de la veille s'effaçait, remplacée par une volonté bien plus solide. Si quelqu'un avait décidé d'ouvrir une guerre silencieuse, elle n'allait pas la subir. Elle allait l'observer, la comprendre, puis répondre. Elle se leva, attrapa son manteau et quitta la maison pour la seconde fois de la matinée. Direction, le centre-ville. Elle marchait d'un pas régulier, son écharpe serrée autour de son cou. Dans sa tête, elle recomposait les événements des derniers mois, cherchant des indices qu'elle n'avait pas voulu voir. Il y en avait beaucoup, trop même. Marianne, qui insistait pour l'aider dans chaque tâche administrative. Benoît, qui se montrait soudainement intéressé par sa santé, mais seulement quand il s'agissait de connaître ses visites médicales ou ses assurances. Et Lise qui s'était mise à répéter les remarques de sa mère avec une précision douloureuse. Elle secoua légèrement la tête. Non, elle ne penserait pas à Lise maintenant. La colère serait trop vive, trop brûlante. Il fallait réfléchir. En arrivant devant l'étude notariale où elle avait déjà mis les pieds quelques années plus tôt, elle hésita une seconde. Si le dossier bleu contenait ce qu'elle croyait, alors il était essentiel de faire vérifier ses documents actuels. Elle entra. Le hall sentait la cire et le papier ancien. Une secrétaire leva la tête, sourit poliment, puis lui demanda si elle avait rendez-vous. Edith expliqua qu'elle souhaitait simplement vérifier certains papiers importants. La secrétaire hocha la tête, alla frapper à une porte vitrée, puis l'invita à entrer. Le notaire, un homme aux lunettes épaisses et à la barbe poivre et sel, l'accueillit avec courtoisie. Edith lui parla calmement, la disparition d'un document, ses inquiétudes récentes, le comportement étrange de sa fille. Elle ne donna aucun nom, aucun détail précis, seulement l'essentiel. Le notaire l'écouta sans interrompre, hochant parfois la tête. « Vous avez bien fait de venir, madame, » dit-il enfin. Il lui demanda ensuite de lui confier ses papiers restants pour les examiner. Elle sortit de son sac une enveloppe soigneusement pliée, contenant des copies de ses titres de propriété, son testament et quelques lettres. Il parcourut rapidement les documents, fronça légèrement les sourcils, puis prit des notes. Certains éléments mériteraient d'être vérifiés plus profondément, notamment les transferts récents. Rien d'illégal en apparence. Mais il y a des choses qui ne correspondent pas à la logique habituelle. Je vous propose de faire quelques recherches, mais de vous rappeler. Edith acquiesça. Elle s'y attendait. Elle se leva, le remercia, puis sortit de l'étude. En refermant la porte derrière elle, une brise fraîche lui frappa le visage.
Elle descendit la rue, glissant sa main dans sa poche pour retrouver un peu de chaleur. En arrivant près de la place du marché, son regard accrocha quelque chose. Une silhouette. À une vingtaine de mètres, un homme se tenait bras croisés près d'un kiosque. Rien d'inhabituel. Mais il la regardait. Pas directement, non. Il feignait de lire un journal. Elle ralentit son pas sans tourner la tête, puis elle continua. 2 minutes plus tard, elle jeta un bref coup d'œil derrière elle. Il n'était plus là. Elle sentit sa gorge se resserrer. Mais son pas ne chancela pas. Peut-être était-ce une simple coïncidence. Peut-être pas. Dans lui doute, elle marcherait comme si rien n'existait. Elle fit quelques courses essentielles, pain, soupe, un paquet de pâtes, rien qui attirerait l'attention. Sur le chemin du retour, elle observa discrètement les vitrines pour vérifier si quelqu'un la suivait. Personne. Le trottoir était calme, les passants vaquaient à leurs occupations. Quand elle arriva à la petite maison, elle posa son sac au sol, prit une grande inspiration, puis entra. L'intérieur était exactement comme elle l'avait laissé. Aucun bruit, aucune trace nouvelle. Elle déposa ses courses, alluma la radio en sourdine, puis s'installa à la table avec une feuille blanche. Elle commença à écrire. Date, comportement, remarques entendues, signatures suspectes, objets déplacés, les heures exactes de la nuit précédente. Elle rédigeait tout avec une précision méthodique. Chaque détail devenait une pièce de puzzle dont elle ne connaissait pas encore l'image, mais qu'elle comptait assembler. Lorsqu'elle releva enfin la tête, un rayon de soleil éclairait le coin de la table. Edith posa son stylo, respira lentement, puis regarda autour d'elle. Cette fois, ce n'était plus la peur qui guidait ses gestes. C'était la détermination. Le soleil avait décliné lorsque Edith termina sa liste. Sur la table, les feuilles s'accumulaient en un petit tas net, comme un début de dossier que personne n'aurait imaginé qu'elle puisse constituer seule. Elle relut chaque note, corrigea une date, ajouta un commentaire, puis elle poussa lentement les papiers devant elle et resta un moment immobile, les mains jointes. Elle savait ce qu'il lui fallait maintenant, une alliée. Pas un membre de la famille, pas quelqu'un de trop proche de Marianne ou de Benoît. Non, quelqu'un de solide, expérimenté et surtout discret. Un nom lui vint aussitôt. Odette. Elle s'était connue pendant autrefois au centre associatif lors d'ateliers de lecture. Odette avait 10 ans de plus, un esprit vif et surtout une connaissance étonnamment précise des démarches administratives mais et juridiques. À l'époque, Edith avait plaisanté en disant qu'Odette aurait fait une excellente avocate si elle n'avait pas préféré s'occuper de ses rosiers. Aujourd'hui, cette phrase lui revint comme une évidence. Elle chercha son téléphone, hésita un instant, puis composa le numéro. Il fallut 3 sonneries avant qu'Odette décroche. Edith? La voix douce, un peu rauque. Oui, c'est moi. Tu as un moment. Un silence bref. Pour toi, toujours. Tu vas bien? Tu sembles différente. Edith respira profondément. Je préfère t'en parler en face. C'est important, très important. Odette n'hésita pas. Viens, je prépare du thé. La maison d'Odette se situait à une quinzaine de minutes à pied. Un petit pavillon avec un jardin qui sentait toujours la terre fraîche, même en hiver. Edith marcha d'un pas plus rapide qu'elle ne l'aurait cru. Chaque pas la rassurait. Elle n'était plus seule à porter tout cela. Odette ouvrit la porte avant même qu'Edith ne frappe. Ses yeux clairs se plissèrent en la voyant. Entre, ma belle, tu as l'air d'avoir marché toute la nuit. Dans le salon chaleureux, Edith s'assit dans un fauteuil enveloppant. Odette lui servit une tasse fumante, puis s'installa en face d'elle. Maintenant, raconte. Edith parla, pas d'un seul trait, mais par vagues. La soirée du dîner, la phrase de Lise, le départ avec le rôti, le refuge dans la petite maison, le dossier bleu disparu, les traces devant la porte, l'étude notariale. Elle décrivit tout avec une précision calme, presque glacée. Odette ne l'interrompit jamais. Elle écoutait, les doigts croisés, son expression se durcissant peu à peu. Quand Edith eut terminé, un long silence s'installa. Odette inspira profondément. Ta fille et son mari ne jouent pas seulement avec tes nerfs, ils jouent avec ta sécurité. Edith hocha la tête. Je le sais, c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Odette se leva, alla chercher un dossier dans une armoire métallique. On va commencer par mettre de l'ordre dans tout ça. D'abord, tu vas me laisser faire des copies de tout. Ensuite, on va protéger certains documents. Et surtout,
Édith, il va falloir que tu arrêtes de croire que Marianne changera. Ce que tu décris, ce n'est pas un malentendu, c'est une intention. Édith serra la tasse entre ses mains. Je sais, c'est ce qui fait le plus mal. Odette posa une main douce sur son bras. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas la douleur, c'est ce que tu vas faire d'elle. Et crois-moi, tu as déjà fait le premier pas. Édith sentit alors une étrange chaleur monter en elle. Pas du réconfort exactement, mais quelque chose qui y ressemblait. Elle n'avait plus besoin de fuir. Elle avait une alliée, une vraie. Elle se redressa légèrement, comme si sa colonne se souvenait qu'elle avait été solide autrefois. En sortant de chez Odette une heure plus tard, la nuit tombait. Les réverbères s'allumaient un à un, éclairant les trottoirs d'une lumière dorée. Elle inspira profondément. Le froid piquait ses joues, mais ne lui faisait plus peur. Elle n'était plus seule. Et cette pensée changeait absolument tout. La nuit était complètement tombée lorsque Édith retourna vers la petite maison. Les mots d'Odette résonnaient encore dans son esprit. Ce n'est pas un malentendu, c'est une intention. Elle marchait d'un pas mesuré, mais son cœur battait avec une régularité nouvelle, comme si quelque chose en elle venait de se remettre en place. La peur n'avait pas disparu, non, elle s'était simplement transformée. Elle avait pris la forme d'une vigilance claire, presque chirurgicale. En arrivant devant la maison, elle observa un instant la façade. Rien ne semblait déplacé. Pourtant, elle s'arrêta, scrutant les ombres du jardin, les lignes de la clôture, les taches de lumière sur le gravier. Tout était immobile. Elle inséra la clé, entra et verrouilla immédiatement derrière elle. Le silence l'accueillit comme un souffle stagnant. Elle posa son manteau et marcha directement vers la table. Les papiers étaient conçus rester exactement comme elle les avait laissés. Mais dans cette immobilité, quelque chose changeait. Elle, désormais, n'était plus la même femme que celle qui avait posé ses feuilles quelques heures plus tôt. Elle savait qu'il fallait continuer, renforcer le dossier, construire une vérité solide, une vérité qui ne pourrait plus être balayée par les mensonges de sa fille. Édith alluma une petite lampe et ouvrit un nouveau cahier. Elle nota sa visite chez Odette, la conversation avec le notaire et les traces observées dans le jardin. Elle écrivait vite, concentrée, comme si ses mains devançaient ses pensées, puis elle s'interrompit. Un détail la frappa soudain. La voiture. En revenant au coin de la rue, elle avait vu un véhicule gris stationné, moteur coupé, vitres légèrement entr'ouvertes. Elle n'y avait pas prêté attention, trop absorbée par ce qu'elle avait à faire. Maintenant, l'image revenait avec précision. Un véhicule déjà aperçu près des bureaux du notaire quelques heures plus tôt. Était-ce une coïncidence? Peut-être, mais il y avait trop de peut-être qui s'empilaient, et aucun ne la rassurait. Elle referma son cahier. Inutile de perdre du temps en spéculation. Il fallait continuer à agir. Elle se leva et alla chercher, dans un tiroir du buffet, un vieux téléphone portable qu'elle n'utilisait plus. Elle retira la carte SIM, la glissa dans l'appareil et l'alluma. Un vieux réflexe, un geste de protection qu'elle avait appris bien plus jeune lorsque son mari gérait certaines affaires complexes. À l'époque, elle n'avait jamais compris pourquoi il gardait plusieurs téléphones. Aujourd'hui, cela prenait tout son sens. Elle nota le nouveau numéro dans son cahier. Ce téléphone ne serait utilisé que pour Odette, le notaire et, si nécessaire, les autorités. Pas pour Marianne, pas pour Benoît. Surtout pas. Elle se fit un thé, s'installa dans le fauteuil le plus sec du salon et prit quelques minutes pour souffler. Mais ses pensées refusèrent de se calmer. Une question revenait, insistante. Jusqu'où sa fille Abbé était-elle prête à aller? Le dossier bleu n'était pas seulement un document administratif, c'était une tentative de mainmise. Et s'il avait disparu, ce n'était certainement pas pour être protégé. Elle repensa également à Lise, sa voix froide. L'humiliation prononcée sans hésitation. Cela n'était pas arrivé par hasard. Une enfant ne parle pas ainsi sans influence. Et pourtant, quelque chose dans la manière dont Lise avait détourné le regard ensuite, comme un bref éclair de gêne, l'avait intriguée. Peut-être ne comprenait-elle pas réellement ce qu'elle répétait. Peut-être imitait-elle simplement sa mère. Ou peut-être... Non, pas maintenant. Elle refusa d'aller plus loin dans cette pensée. Pas tant que les faits ne seraient donc pas alignés. Elle vida sa tasse, se leva et alla vérifier une dernière fois la serrure de la porte. Tout était bien fermé. La maison semblait solide, protectrice, presque attentive.
Edith resta un moment debout face à la porte, la main posée sur le verrou. Elle n'avait jamais imaginé devoir se protéger de sa propre famille. Elle se retourna, laissant entrer une seule pensée claire, dure, déterminée. Demain serait un autre jour, et elle l'affronterait debout, avec Odette à ses côtés, et une vérité qui lentement commençait à prendre forme. Le lendemain matin, la lumière était encore rose lorsqu'Édith retourna à sa table de travail. Elle avait dormi par fragments, comme on dort quand l'esprit ne veut plus se taire. Ses pensées allaient et venaient, se mélangeant à des souvenirs, des doutes, des éclairs de lucidité. Mais au réveil, une certitude la guidait. Il fallait avancer sans trembler. Elle reprit son cahier et relut ce qu'elle avait noté la veille. Le temps n'avait rien effacé. Les traces dans le jardin, le dossier disparu, la voiture grise. Tout formait un ensemble trop cohérent pour n'être qu'un hasard. Elle souligna certains passages, en annota d'autres, puis elle attrapa son vieux téléphone à carte SIM et composa le numéro du notaire. La secrétaire décrocha. Bonjour, ici Madame Gérard. Je voulais savoir si Maître avait eu le temps de vérifier certains documents. Quelques secondes de battement. Il m'a demandé de vous dire qu'il vous rappellera dans la matinée. Il a déjà fait quelques vérifications. Edith sentit un frisson la parcourir. Très bien, merci beaucoup. Elle raccrocha, posa le téléphone, inspira profondément. Ce simple échange confirmait que les choses n'étaient pas restées immobiles. Quelqu'un d'autre, quelque part, analysait maintenant les mêmes papiers que Marianne voulait à tout prix contrôler. Elle se leva, mit de l'eau à bouillir, puis ouvrit la fenêtre de la cuisine. L'air frais entra, chargé d'odeurs de terre humide. Elle resta un instant accoudée au rebord, observant la rue encore endormie. Quelques voisins passaient, un chien trottinait, un vélo claquait sur les pavés. La vie continuait indifférente à ce qui se jouait dans cette petite maison oubliée. Cette indifférence lui procura un soulagement étrange. Si personne ne soupçonnait quoi que ce soit, elle avait encore de la marge. Vers 10 heures, le téléphone sonna. Elle sursauta légèrement avant de décrocher. Madame Gérard, c'est Maître Delaunay. Sa voix était calme, mais plus grave que la veille. J'ai examiné certains éléments de votre dossier et il serait préférable que nous en parlions de vive voix. Pourriez-vous passer cet après-midi? Edith sentit son cœur battre plus vite. Oui, bien sûr, à quelle heure? 14 heures. Et venez avec tous les documents originaux dont vous disposez. En raccrochant, elle resta immobile un moment. Sa gorge s'était serrée. Une simple demande, pourtant lourde de sens. S'il voulait la voir en personne, c'est que les choses étaient beaucoup plus sérieuses qu'elle ne l'imaginait. Elle alla chercher la boîte en fer, la posa sur la table et l'ouvrit comme on ouvre un coffre fragile. Elle choisit soigneusement ce qu'elle emporterait. Actes, lettres, copies anciennes, le fragment de papier bleu. Elle les rangea dans une chemise cartonnée, puis referma la boîte qu'elle laissa ici, cachée derrière la commode. Avant de partir, elle envoya un message à Odette depuis son nouveau téléphone. Rendez-vous avec le notaire cet après-midi. Je te tiens au courant. Quelques minutes plus tard, Odette répondit simplement. Je suis là si besoin. Edith sourit faiblement. Cette présence silencieuse l'aidait plus qu'elle ne l'avouerait. En début d'après-midi, elle quitta la maison, la chemise contre elle comme un transfert de force. La marche jusqu'à l'étude lui sembla plus courte que la veille. Peut-être parce qu'elle ne se sentait plus écrasée, mais désormais actrice. En entrant dans le bureau du notaire, elle sentit immédiatement que l'atmosphère était différente. Maître Delaunay se leva, lui serra la main avec sérieux, puis lui fit signe de s'asseoir. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose », dit-il en ouvrant un dossier. La gorge d'Édith se noua légèrement, elle se pencha. C'était une signature, la sienne, ou plutôt une imitation. Elle sentit ses doigts se crisper, et elle comprit, sans qu'il ait besoin d'ajouter un mot, que ce qu'elle avait soupçonné depuis des mois n'était pas une intuition déraisonnable, mais une réalité qu'il fallait désormais affronter sans détour. Édith resta un instant figée devant la feuille que le notaire lui présentait. La signature tracée au bas du document ressemblait à la sienne. Oui, les lettres reproduisaient son geste, les courbes avaient sa souplesse, mais quelque chose trahissait l'imposture. Le trait tremblait légèrement, un tremblement imperceptible pour un œil non averti mais évident pour elle. Elle recula légèrement dans le fauteuil, comme si la distance pouvait atténuer le choc. « Ce document a été ajouté récemment à votre dossier », précisa maître Delaunay en tapotant la page du bout du doigt. « Or,
Vous ne l'avez jamais signé. Edith hocha lentement la tête. Non, jamais. Je m'en doutais. Il posa la feuille devant elle. Ce genre d'imitation est courant dans les cas où un proche souhaite hâter certaines démarches administratives. Ce n'est pas encore un acte grave au regard de la loi, mais c'est un signal d'alerte sérieux. Et ce n'est jamais le premier. Edith sentit une vague froide lui glisser le long du dos. Vous voulez dire qu'ils ont peut-être déjà tenté d'autres signatures? C'est une possibilité, surtout si vos documents ont été mal rangés ou manipulés. Elle pensa immédiatement au dossier bleu disparu. Ses doigts se crispèrent sur la coudoir. Maître Delaunay observa son visage, puis demanda calmement: Vous n'êtes pas obligé de tout me dire aujourd'hui, mais je dois comprendre l'essentiel. Avez-vous eu des raisons récentes de soupçonner quelqu'un de vouloir s'emparer de votre patrimoine ou d'influencer vos décisions? Edith inspira lentement. Oui, ma fille. Et son mari, ils essaient depuis des mois de m'amener à signer des documents dont je ne comprends pas l'utilité. Et ils fouillent dans mes affaires, j'en suis sûre. Le notaire ne fut pas surpris. Alors, Madame Gérard, je vous conseille de ne plus rien laisser à leur portée. Ni clé, ni papier, ni signature blanche. Et surtout, ne retournez pas vivre chez eux pour l'instant. Cette phrase, simple, tomba comme un verdict. Edith acquiesça sans protester. Je n'avais pas l'intention d'y retourner. Ils passèrent encore 20 minutes à examiner les documents qu'elle avait apportés. Certains présentaient qu'aux des incohérences mineures, d'autres des annotations ajoutées à la hâte. Rien de suffisamment net pour être une preuve, mais assez pour dessiner une trajectoire inquiétante. Lorsqu'elle quitta l'étude, l'air extérieur lui sembla plus lourd. Elle serra sa chemise contre elle et descendit la rue d'un pas ferme. Le soleil tapait sur les pavés, brûlant presque la peau de ses joues. Chaque pas résonnait comme une affirmation. Elle avait eu raison de partir, de ne rien dire, de disparaître même. En tournant au coin d'une ruelle, elle ralentit brusquement. Le véhicule gris était là, le même, garé, nonchalamment, pare-brise légèrement embué. Cette fois, elle n'eut aucun doute. Quelqu'un la suivait. Elle sentit son pouls accélérer, mais son visage resta impassible. Elle continua sa marche, sans changer de rythme, sans jeter un second regard. La panique serait une faiblesse, et elle refusait d'en offrir une seule trace. Elle prit un chemin plus long pour rentrer, passant par des rues qu'elle connaissait bien. De temps à autre, elle observait les vitrines pour vérifier si la voiture apparaissait derrière elle. Rien. Soit elle avait disparu, soit elle s'était déjà assez montrée pour envoyer un message clair. En entrant dans la petite maison, elle verrouilla la porte, referma les rideaux et posa la chemise sur la table. Elle respira profondément, s'assit et resta un long moment immobile, les mains posées à plat. Elle n'était pas surprise. Pas vraiment, mais elle venait de comprendre quelque chose d'essentiel. Ils n'avaient plus seulement essayé de la manipuler, ils avaient commencé à la surveiller. Le silence de la maison semblait plus lourd que d'habitude. Edith resta quelques minutes immobile, comme si son corps refusait de suivre la vitesse de ses pensées. La voiture grise, la signature falsifiée, le dossier manquant, tous ces éléments formaient désormais une chaîne, pas une coïncidence, une intention claire, méthodique, et dans cette machination, Benoît occupait forcément une place que Marianne ne pouvait tenir seule. Elle s'assit, ouvrit son cahier et écrivit en lettres plus grandes que les précédentes. Ils accélèrent. Le simple fait de coucher ces mots lui donna un étrange sentiment de stabilité. Nommer une menace, c'est la priver d'une partie de son pouvoir. Elle relut ensuite les notes consacrées à Benoît. Un homme soi-disant aimable, toujours souriant, mais trop attentif à ses horaires, à ses habitudes, à ses comptes. Il lui offrait son aide avec une politesse qui ressemblait à un gant de velours recouvrant une main rigide. Plusieurs fois, il avait proposé de centraliser pour simplifier certaines démarches. À l'époque, elle avait trouvé cela flatteur. Aujourd'hui, ce souvenir la fit frémir. Un bruit dehors la fit sursauter, un simple voisin fermant un portail. Mais son corps réagit comme si chaque son était porteur d'intention. Elle se força à respirer profondément. Il ne fallait pas céder à la peur. Pas maintenant. Son téléphone vibra soudain. Un message. Elle sentit son estomac se contracter avant même de regarder l'écran. Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Marianne, puis un second, presque immédiat. Ce n'est pas raisonnable de disparaître comme ça. Lise est inquiète. Edith posa le téléphone sans répondre. Elle connaissait ce ton.
une douceur fabriquée posée comme un vernis sur une impatience plus brutale. Elle ignora les messages et mit le téléphone sur silencieux. Ce soir, elle devait rester centrée. Elle prit ensuite la chemise contenant les documents et la posa sur ses genoux. La signature falsifiée lui brûlait encore les yeux. Comment avait-il osé? Comment avait-il pu croire qu'elle ne remarquerait rien? Elle repensa à Benoît, à sa façon de lui parler comme à une mine d'or qu'il fallait sonder sans qu'elle s'en aperçoive. Il avait toujours été cordial, trop cordial. Et derrière ce sourire figé, se cachait peut-être la main qui avait ouvert sa petite maison. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si ce n'était pas Marianne, la plus dangereuse? Et si c'était lui? Elle secoua la tête. Inutile de se perdre en conjectures. Les faits viendraient. Le téléphone vibra encore. Elle le regarda contrariée. Cette fois, un appel vidéo entrant de Marianne. Edith détourna les yeux. Puis l'appel s'arrêta et un message suivit. Si tu continues comme ça, on ne pourra plus te protéger. Ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Elle resta figée. Protéger? Le mot était d'une arrogance affolante, comme si elle était une enfant incapable d'assumer ses décisions, comme si tout leur plan n'était qu'un geste bienveillant. L'air lui sembla soudain plus lourd, presque étouffant. Elle se leva pour aérer la pièce, tira les rideaux, ouvrit légèrement la fenêtre. Une bouffée d'air froid entra, lui coupant un instant la respiration. Cela lui fit du bien. Elle avait besoin de sentir le réel, le solide, quelque chose qui ne dépendait ni d'un papier, ni d'une signature, ni d'un regard manipulateur. En refermant la fenêtre, elle aperçut au loin un véhicule passer lentement. Pas la voiture grise, du moins elle n'en était pas sûre, mais la vision la fit reculer d'un pas. Elle referma immédiatement les rideaux. Il était temps de renforcer encore ses précautions. Elle prit son cahier, ratura certaines lignes, en ajouta d'autres. Elle nota désormais les heures exactes où les messages arrivaient, les phrases qui revenaient, la tonalité des mots employés. Les manipulateurs laissent toujours des traces dans leur langage. Elle en avait vu assez dans sa carrière pour le savoir. Puis, comme une évidence, elle écrivit Benoît a peur, Marianne aussi. S'ils me cherchent autant, c'est qu'ils ont perdu quelque chose. Elle reposa le stylo et sentit une chaleur étrange se répandre dans sa poitrine. Une certitude. Elle n'était plus la seule à être inquiète. Eux aussi commençaient à paniquer. La nuit tomba avant qu'Edith ne s'en rende compte. Elle avait passé l'après-midi à ranger ses papiers, à classer ce qui devait être protégé et à brûler ce qui pouvait servir de prétexte à d'autres manipulations. La petite maison, en se remplissant de ses gestes méthodiques, prenait l'allure d'un poste d'observation. Rien n'y était laissé au hasard. C'était devenu son territoire, son espace de contrôle, loin des regards de Marianne et de Benoît. Vers 19h, elle s'assit près de la table, le cahier ouvert devant elle. Le téléphone silencieux reposait à côté. Elle n'avait plus ouvert les messages de sa fille depuis plusieurs heures. Ne pas répondre était une forme de déclaration. Elle refusait désormais de jouer leur jeu. Mais en écrivant quelques lignes, une pensée nouvelle surgit. Elle devait comprendre ce qu'il tramait réellement. Elle ne pouvait plus se contenter de soupçons. Elle devait écouter, observer, recueillir leurs mots à eux. Pour cela, revenir près de la maison de Marianne devenait inévitable, pas pour entrer, pas pour parler, pour voir, pour entendre. Elle repoussa cette idée d'abord, trop dangereuse, trop émotive, puis la reprit. Si quelqu'un l'avait suivie, ce n'était pas par hasard. Ils cherchaient à savoir où elle se trouvait, mais ils ignoraient encore ce qu'elle savait. C'était un avantage précieux. Elle enfila son manteau, glissa son téléphone de secours dans sa poche et sortit dans la nuit. Le froid était sec, coupant. Ses pas résonnaient sur le trottoir. La ville semblait vide, à peine animée par quelques fenêtres éclairées. Elle marchait sans hésiter, comme si elle avait déjà tracé cet itinéraire. Lorsqu'elle approcha de son ancienne maison, elle sentit son cœur battre plus vite, mais ses gestes restaient mesurés. Elle connaissait le quartier par cœur, les C mal taillés, la boîte aux lettres du voisin qui grinçait, la fissure dans le trottoir près du lampadaire. Elle longea lentement la clôture sans jamais s'approcher trop près. De l'intérieur, des voix montaient, des voix tendues. Elle se posta derrière un arbre, suffisamment loin pour rester invisible. La fenêtre du salon, bien éclairée, lui offrait un angle partiel. Elle distingua Marianne, debout, les bras croisés, son visage fermé. Benoît marchait de long en large, nerveux. « Elle ne devait pas nous compliquer la vie, dit Marianne, d'une voix sèche.
On pensait qu'elle signerait, comme d'habitude, répliqua Benoît. Le ton n'avait rien de familial, rien d'affectif. C'était une discussion stratégique, froide. Édith sentit son estomac se nouer. Maintenant qu'elle a disparu, tout se complique, ajouta Benoît. Tu crois qu'elle a compris quelque chose? Forcément, sinon elle serait revenue. Marianne soupira bruyamment. Et ce dossier, tu es sûre de l'avoir récupéré? Une partie, le reste devait être ailleurs. Il ajouta plus bas. On trouvera, elle n'a pas beaucoup de cachette. Édith sentit un froid intense lui traverser la poitrine. Ils étaient vraiment entrés chez elle. Elle resta immobile, son souffle suspendu. À l'intérieur, Lise apparut un instant, pâle, assise dans un coin du canapé. Elle semblait écouter, elle aussi, mais son visage était crispé, comme si elle ne comprenait pas tout ce qu'elle entendait. On doit la retrouver avant qu'elle parle à quelqu'un, dit finalement Marianne. Ou avant qu'elle se retourne contre nous, ajouta Benoît. Ils avaient peur, réellement peur. Édith ne resta pas plus longtemps. Elle recula lentement, s'éloigna de la maison sans un bruit, puis tourna au coin de la rue. Sa respiration était rapide, mais son esprit, étrangement, ne tremblait plus. Elle avait entendu ce qu'elle devait entendre. Il n'avait pas seulement peur d'elle, il savait qu'ils avaient franchi une ligne. En reprenant le chemin de la petite maison, Édith marcha plus droite, plus sûre. Elle n'était plus dans l'ombre de leurs mensonges. Elle en sortait, elle avançait et ce qu'elle venait d'apprendre lui donnait une force nouvelle, presque tranquille. En revenant vers la petite maison, Édith sentait encore les mots de Marianne et de Benoît résonner dans sa tête, non pas comme des coups, mais comme des pièces qui s'emboîtaient enfin dans un puzzle trop longtemps brouillé. Elle n'avait pas imaginé leur machination, elle en avait désormais la preuve, directe, indiscutable. Et pourtant, ce n'était pas la colère qui dominait, c'était une sorte de lucidité froide, presque clinique. Arrivée devant la porte, elle vérifia machinalement le jardin, scruta l'allée, rien ne semblait anormal. Elle entra, verrouilla, ferma les rideaux, puis elle s'assit à table et resta un moment silencieuse, les mains posées sur le bois. Elle venait de franchir un seuil intérieur, celui où l'on cesse d'espérer que les choses s'arrangent de par elles-mêmes. Elle prit son carnet, tourna la page et écrivit « Ils veulent me retrouver avant que je parle à quelqu'un. Puis, ils pensent que je suis seule. Ils se trompent. » En relevant la tête, son regard se posa sur le rôti qu'elle n'avait toujours pas jeté. Un sourire lui échappa, fugitif, presque ironique. Ce plat absurde était devenu la ligne de séparation entre son ancienne vie et celle-ci. Elle le couvrit d'un torchon propre, comme un rappel muet de ce qu'elle avait fui. Son téléphone vibra, elle sursauta légèrement, puis regarda l'écran. Un message d'Odette. « Je peux passer si tu veux. » Ou « On parle au téléphone. » Édith hésita. Odette méritait de savoir ce qu'elle avait entendu chez Marianne, mais lui demander de se déplacer pourrait attirer l'attention. Elle répondit donc « Pas ce soir, je t'appelle demain matin. Tout va bien. » Quelques secondes plus tard, « D'accord, je suis là. » Ce simple message suffit à apaiser quelque chose en elle. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta devant la fenêtre. Au dehors, la rue était sombre, les lampadaires, diffusant une brume dorée. Aucun mouvement, aucun véhicule. Pourtant, elle resta longtemps à observer, attentive aux moindres détails. Le silence n'était plus un refuge, il était devenu un territoire à surveiller. En revenant vers la table, son regard accrocha quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué la veille, la nappe soulevée légèrement à un coin. Elle s'approcha, souleva le tissu et sentit une pointe de chaleur monter dans sa poitrine. Là, sur le sol, près du pied de la table, un fil de laine rouge. Pas le sien. Elle observa la texture, fine, douce, un fil provenant d'un vêtement qu'elle n'avait jamais porté. Elle se redressa lentement. Quelqu'un était revenu après son départ. Peut-être même aujourd'hui. Elle sentit son corps s'ancrer dans le sol. Pas de panique, pas d'affolement, juste une certitude de plus. Il cherchait, il fouillait, et il n'avait aucune idée du fait que désormais elle les observait autant qu'eux l'observaient. Elle rangea soigneusement le fil dans une enveloppe, nota l'heure, puis elle prit une décision. Protéger non seulement ses papiers, mais aussi l'espace lui-même. Elle alla chercher dans le placard une vieille boîte à couture où elle conservait quelques aiguilles, des morceaux de tissu et un ruban adhésif.
Avec une précision presque artisanale, elle plaça de minuscules repères, un fil, un grain de sel, une pliure légère, sur chaque porte, chaque tiroir, chaque fenêtre. Des signes infimes, invisibles pour un œil non averti, mais qui lui permettraient de savoir si quelqu'un revenait. Quand elle eut terminé, la maison lui parut différente, non pas plus sûre, mais plus maîtrisée. Elle avait regagné une part de contrôle, si petite soit-elle. Elle se versa un verre d'eau, s'assit et laissa son regard glisser vers le cahier. Une pensée qu'elle n'avait pas encore formulée prit forme. Si Marianne et Benoît avaient eu peur alors, Lise, elle, avait peut-être compris quelque chose aussi. L'expression de la jeune fille, aperçue derrière la vitre, n'était pas celle d'une enfant complice. C'était celle de quelqu'un qui observe, qui doute, qui voit la fissure dans le vernis familial. Edith referma doucement le cahier. Il y aurait un moment pour parler à Lise, pas maintenant, mais bientôt. Pour l'instant, elle devait tenir, avancer et continuer à bâtir la vérité pièce par pièce. La nuit, cette fois, lui semblait moins hostile. Le matin suivant fut plus clair, presque trop clair pour la nuit qu'Édith venait de traverser. Elle s'était réveillée plusieurs fois, attentive au moindre bruit, au craquement naturel de la maison, au souffle du vent contre les volets. Pourtant, au lever du jour, elle se sentit étrangement plus forte, comme si la fatigue avait laissé place à une détermination qui ne demandait qu'à s'affirmer. Elle se leva, fit chauffer un café, puis vérifia chacun de ses repères placés la veille. Aucun n'avait bougé. Cela signifiait que personne n'était entré durant la nuit. Une victoire minuscule, mais une victoire tout de même. Elle nota l'information dans son carnet, puis sortit la chemise de documents. Aujourd'hui, elle devait avancer vers la prochaine étape, officialiser son intention de se protéger. Elle contacta d'abord Odette. « Je dois te voir, dit-elle simplement. La voix d'Odette répondit sans hésitation. « Passe quand tu veux, j'ai toute la matinée. » En arrivant chez elle, Édith fut accueillie par l'odeur du thé et le cliquetis de la vaisselle. Odette l'invita à s'asseoir sans une seule question précipitée. Ce calme, cette écoute, donnaient à Édith une sensation d'ancrage. Elle sortit la chemise, posa les documents sur la table et expliqua tout ce qu'elle avait entendu chez Marianne la veille. Odette l'écouta attentivement, les mains jointes. « Ils accélèrent, en effet, dit-elle enfin. Et cela veut dire qu'ils sentent le sol se fissurer sous eux. C'est le moment de les devancer, pas de les affronter directement. » Edith acquiesça. « Que proposes-tu » ? D'abord, il faut une trace officielle, quelque chose qui prouve que tu te plains d'empiètement sur ta vie privée et de pression familiale. Cela sera utile si les choses s'enveniment. Ça, tagis quoi? Elles préparèrent ensemble une déclaration simple, factuelle, neutre mais ferme. Odette, avec sa précision étonnante, l'aida à formuler chaque mot. Une fois le document rédigé, elles le glissèrent dans une enveloppe destinée au service local d'aide aux seniors. Une démarche discrète, mais essentielle. Odette ajouta ensuite « Et il faut un dossier centralisé. Tu dois rassembler ce que tu sais déjà, ce que tu soupçonnes, ce que tu peux prouver. Je vais t'aider. » Elles passèrent de plus d'une heure à organiser le tout. Signature suspecte, objets déplacés, tentative de procuration, dossier bleu disparu. Chaque élément prenait une place précise, comme si l'histoire de ces derniers mois se mettait enfin à parler clairement. Quand tout fut terminé, Odette posa une main ferme sur celle d'Édith. « Maintenant, tu n'es plus vulnérable. Tu es préparée. La prochaine fois qu'ils feront un pas, ce sera visible. » En quittant la maison, Édith sentit en elle un poids se déplacer. Non pas disparaître, mais se repositionner. Elle n'était plus celle qui subissait. Elle devenait celle qui observait, qui notait, qui anticipait. Elle reprit la route vers la petite maison. Le soleil réchauffait lentement la rue. En passant devant une vitrine, elle vérifia son reflet, s'assurant qu'elle n'était pas suivie. Rien. Aucun véhicule gris en vue. Mais la vigilance restait nécessaire. En rentrant, elle vit que tous ses repères étaient intacts. La serrure n'avait pas bougé. Les rideaux étaient exactement comme elle les avait laissés. Elle s'assit, posa la chemise sur la table et respira profondément. Elle ouvrit ensuite une nouvelle page de son carnet et nota : « Aujourd'hui, j'ai officialisé ma protection. Ils ne le savent pas encore, mais le terrain commence à se retourner. » Puis elle ajouta : « Je dois maintenant comprendre ce que Lise sait, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu. » Elle referma le carnet, prit une gorgée d'eau et regarda la lumière entrer par la fenêtre, une lumière claire, décisive. La bataille n'était plus silencieuse.
Elle venait simplement de changer de forme. Le lendemain, en fin d'après-midi, Edith sentit quelque chose changer dans l'air. Pas un bruit particulier, pas un message reçu, simplement cette intuition aiguë qui lui avait souvent servi dans sa vie professionnelle, l'impression que quelque chose se préparait. Elle rangea soigneusement ses papiers, vérifia une nouvelle fois les repères qu'elle avait placés et se força à respirer lentement. Ce jour-là, Marianne décida d'agir. Vers 17 heures, alors que le soleil descendait, un bruit de pas résonna dans l'allée. Pas des pas furtifs, non, des pas assurés, pressés, presque agressifs. Edith s'approcha de la fenêtre sans l'ouvrir et écarta légèrement le rideau. La silhouette de sa fille était là, droite comme un piquet, le visage fermé. Benoît n'était pas avec elle. Elle semblait seule, ou bien son mari attendait dans la voiture hors de son champ de vision. Un second bruit, un coup sec contre la porte. Maman, ouvre, je sais que tu es là. Edith se figea, la voix était tendue, plus dure qu'elle ne s'en souvenait. Elle ne répondit pas. Un autre coup, plus insistant. Ce n'est pas raisonnable de jouer à cache-cache. On doit parler, maintenant. Elle resta silencieuse. Cela dura 1 minute, peut-être 2. Puis le ton de Marianne changea, se fit sucré, presque plaintif. Maman, tu m'inquiètes vraiment, tu ne peux pas disparaître comme ça. Lise est bouleversée. Edith sentit son cœur se serrer à l'évocation de sa petite fille. Mais elle ne bougea pas. Elle savait exactement ce que Marianne faisait. Elle cherchait d'abord la peur, puis la culpabilité. Une technique qu'elle utilisait depuis des années. Marianne frappa à nouveau, mais moins fort cette fois. On doit mettre les choses au clair. Et puis, tu sais très bien que tu ne peux pas vivre seule ici. Ce n'est pas viable, à ton âge. Cette phrase déclencha en Édith une réaction inattendue. Un calme absolu, presque glacial. Elle posa sa main sur la poignée, non pas pour ouvrir, mais pour sentir la solidité de la porte. Elle pensa : je suis plus en sécurité derrière cette porte que chez toi. Marianne reprit, plus sèchement : si tu continues à te cacher, ça va mal finir. Ce n'est pas ce que je veux, mais il faudra prendre des décisions, tu comprends ? Oui, Edith comprenait très bien, trop bien. Finalement, après quelques secondes sans réponse, Marianne lâcha un soupir exaspéré. Très bien, reste enfermée, mais je te préviens, tu ne pourras pas éviter cette conversation longtemps. Les pas s'éloignèrent. Un silence pesant s'installa. Edith attendit encore plusieurs minutes avant d'oser regarder par la fenêtre. Marianne marchait vers une voiture stationnée plus loin. Le véhicule gris. Pas exactement le même modèle, mais la même teinte, la même allure. Un frisson remonta le long du dos d'Edith. Elle vit sa fille parler à quelqu'un à l'intérieur de la voiture. Elle distinguait mal la silhouette, mais le geste était clair. Marianne expliquait quelque chose, les bras raides, le visage crispé. Puis la voiture démarra lentement et s'éloigna. Edith referma le rideau. Elle sentit ses jambes trembler légèrement, mais pas de peur, d'adrénaline, de clarification. Ce qu'elle venait de vivre confirmait tout ce qu'elle avait entendu la veille. Ils avaient définitivement perdu patience. Leur façade s'effritait. Elle retourna à sa table, ouvrit son carnet et écrivit : Marianne est venue. Elle est nerveuse. Il ne contrôle plus la situation. Il pense ne pouvoir me faire plier. Elle posa le stylo, le regard fixe, puis nota une deuxième phrase : Je ne plierai plus. Elle réfléchit ensuite à ce qu'elle venait de voir : Lise. Ce prénom avait résonné différemment lorsque Marianne l'avait prononcé. Non pas pour la protéger, mais pour manipuler. Pourtant, le visage de Lise, aperçu derrière la vitre la veille, trahissait autre chose. Une fissure, une hésitation. Peut-être même une peur qui ne venait pas d'Édith. Elle ferma son carnet. Elle savait désormais ce qu'il lui restait à faire. Laisser Marianne se dévoiler elle-même. Le terrain était prêt. Les masques commençaient à tomber. La nuit avait été courte. Édith avait dormi d'un sommeil lourd, sans rêve, comme si son corps avait décidé de récupérer malgré tout. Au matin, la lumière blafarde filtrait entre les rideaux, mais la maison semblait différente, non pas plus sûre, mais prête. Comme si chaque objet à sa place attendait la prochaine étape. Elle se leva, prépara un café, puis ouvrit son carnet. Avant même d'écrire, on frappa à la porte. Pas fort. 3 coups espacés, mesurés. Pas Marianne, pas Benoît. Édith se figea. Elle s'approcha prudemment, jeta un coup d'œil par la petite vitre latérale. C'était Lise.
La jeune fille se tenait sur le seuil, les épaules voûtées, le sac de cour glissé contre sa hanche. Son visage semblait plus pâle qu'à l'accoutumée, les yeux tirés. Édith sentit son cœur se serrer. Elle hésita quelques secondes, puis ouvrit doucement la porte. Mamie, souffla Lise. La voix n'était ni arrogante ni dure. Elle tremblait. Édith la fit entrer immédiatement. La jeune fille scruta la pièce du regard, comme si elle découvrait un sanctuaire. Elle s'assit sur le canapé, les mains jointes. Je n'aurais pas dû venir, dit-elle d'une voix basse. Maman, elle m'a dit de ne pas te parler. Euh, Édith s'assit en face d'elle sans l'interrompre. Lise inspira profondément. Hier, j'ai entendu des choses. Ils parlaient fort. Ils croyaient que j'étais dans ma chambre. Ils veulent pour que tu signes des papiers, des trucs avec la banque. Et maman disait que si tu ne revenais pas, ils allaient passer à l'étape suivante. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais ça m'a fait peur. Édith sentit un frisson remonter le long de son dos, mais son visage resta calme. Tu as bien fait de venir me le dire. Lise baissa la tête. Mamie, je suis désolée pour ce que j'ai dit l'autre soir. Ce n'était pas moi, c'est elle qui me parle comme ça tout le temps. Et je croyais que... Enfin, je ne sais plus ce que je croyais. La sincérité dans ses yeux était presque douloureuse. Édith posa doucement sa main sur la sienne. Tu n'es pas responsable, ma chérie. Ce n'est pas toi qui m'as mise dehors. Un silence long, lourd s'installa, puis Lise serra les doigts d'Édith. Tu vas revenir à la maison pour qu'on arrête de se disputer. Édith retira lentement sa main. Non, pas pour l'instant, et peut-être pas du tout. Lise déglutit. Maman va être furieuse. Elle dit que tu te comportes comme une enfant. Cette phrase fit naître un sourire froid au coin des lèvres d'Édith. Ta mère sait très bien ce qu'elle fait, et elle sait aussi pourquoi elle panique. Lise la regarda perdue. Tu vas leur faire quelque chose? Non. La réponse d'Édith fut immédiate, claire. Ce ne sont pas eux que je veux atteindre, c'est la vérité que je veux mettre au centre. Et elles, ils ne peuvent pas l'empêcher de sortir. Lise hésita, puis sortit quelque chose de son sac, un petit post-it froissé. J'ai trouvé ça sur le bureau de papa, je crois que ça parle de toi. Édith prit le papier. Quelques mots griffonnés. RDV mardi, signature, convaincre sa mère, document à finaliser. Son cœur battit plus fort. Mardi, c'était demain. Elle releva les yeux. Lise, est-ce que tu peux me dire s'ils ont parlé d'un notaire, d'une procuration de mes comptes? Lise hocha la tête timidement. Papa disait qu'il fallait récupérer ses papiers avant qu'elle comprenne. Et maman a dit... Elle a déjà compris. Édith sentit l'air se vider de la pièce pendant une seconde. Il savait qu'elle savait. Elle prit la main de Lise, la serra doucement. Ma chérie, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Maintenant, écoute-moi bien. Tu ne leur dis pas que tu es venue à d'ici, tu ne prononces pas mon nom, tu fais comme si tu ne savais rien. D'accord? Les yeux de Lise s'élargirent. Tu leur en veux? Non. Elle soupira. J'en veux à leur choix, pas à toi. Lise acquiesça les yeux brillants. Elle se leva pour partir. Avant d'atteindre la porte, elle se retourna. Mamie, tu vas revenir un jour? Édith resta un instant silencieuse. Si je reviens, ce sera en étant respectée, pas autrement. Lise hocha la tête, comme si elle venait de comprendre quelque chose de décisif, puis s'éloigna dans la rue. Édith referma la porte, se tourna vers la table, prit son carnet et écrivit d'une main ferme. Demain, ils ont un rendez-vous. Ils veulent à chaud me faire signer. Ils paniquent. Et maintenant, j'ai une preuve. Le lendemain matin, Édith se réveilla avant même que la lumière n'entre par la fenêtre. Son esprit était clair, presque étonnamment calme. Aujourd'hui, Marianne et Benoît avaient leur rendez-vous mystérieux. Aujourd'hui, ils attendaient de la faire plier. Et aujourd'hui, elle allait faire exactement l'inverse. Elle se leva, rangea ses papiers dans la chemise, prit une veste plus sombre que d'habitude et quitta la petite maison. Le froid la mordit aussitôt, mais elle n'en tint pas compte. Elle marcha d'un pas régulier jusqu'à la rue principale, puis appela un taxi, un vieux réflexe de ces années où elle travaillait encore. Elle ne voulait pas être suivie. Elle donna une adresse neutre, un café situé près du bâtiment administratif où, elle en était presque certaine, le rendez-vous allait se tenir. Elle arriva une heure plus tôt, s'installa à une table, commanda un thé brûlant et observa les allées et venues. Vers 10 heures moins le quart, elle aperçut Benoît. Costume impeccable, visage fermé.
Il marchait vite, téléphone à la main. Derrière lui, Marianne. Elle semblait nerveuse, lançant des regards autour d'elle, comme si elle craignait que son secret se dissolve dans l'air. Ils disparurent dans le bâtiment. Edith attendit 2 minutes exactement, puis elle se leva, elle traversa la rue, entra à son tour. Le hall était lumineux, impersonnel. 2 ascenseurs, une salle d'attente vitrée, plusieurs portes. Elle repéra immédiatement la bonne, bureau des actes privés et signature non contrôlée. Elle s'approcha sans se cacher. Quand la porte s'ouvrit, la voix du fonctionnaire s'échappa dans le couloir. Monsieur, madame, sans la présence de votre mère, rien ne peut être validé, et même avec elle, il faudrait vérifier l'intégrité des documents. Certaines signatures paraissent douteuses. Silence, puis la voix de Marianne, tranchante. Ce n'est pas nécessaire, elle est d'accord, elle a juste des difficultés. Nous voulons éviter qu'elle soit dépassée. Edith poussa la porte. Les 3 visages se tournèrent vers elle comme si elle avait traversé un mur invisible. Marianne devint livide, Benoît blêmi. Le fonctionnaire ajusta ses lunettes. Edith entra calmement, la tête haute, la chemise bien serrée contre elle. Bonjour, dit-elle simplement. Sa voix était stable, posée, sans la moindre hésitation. Marianne fit un pas vers elle. Ah, maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais. Je devais quoi? Répondit Edith doucement. Un silence tomba, lourd, définitif. Elle posa la chemise devant l'agent administratif. Je pense que vous trouverez cela utile pour comprendre la situation. Il y a des incohérences, des tentatives répétées de me faire signer des documents que je n'ai jamais demandés, des intrusions. Le fonctionnaire feuilleta les papiers, les sourcils levés. Benoît tenta un sourire crispé. Il doit y avoir un malentendu. Oui, dit Edith sans détour, le vôtre. Elle sortit ensuite le fragment du dossier bleu, soigneusement conservé. Ce morceau provient d'un dossier disparu de chez moi. Ils y ont eu accès sans mon autorisation. Je l'ai retrouvé après leur passage. Le fonctionnaire prit la pièce entre ses doigts. Cela devient sérieux, murmura-t-il. Marianne blêmit davantage. Maman, tu exagères. Pourquoi inventer tout ça? Tu nous mets dans une situation terrible. Edith la regarda sans colère. Je ne fais qu'éclairer ce que vous avez tenté de cacher. Le fonctionnaire referma la chemise. Je vais devoir lancer une vérification approfondie. En attendant, aucune signature ne sera possible, ni aujourd'hui ni plus tard, et je vous conseille, Madame Gérard, de conserver vos documents en lieu sûr. Edith hocha la tête. Ils le seront. Marianne fit un pas en arrière comme si quelque chose s'effondrait sous elle. Benoît, lui, resta figé, incapable de trouver un mot. Edith tourna les talons et sortit du bureau. Dans le couloir, elle sentit soudain l'air plus léger. Chaque pas qu'elle faisait la ramenait vers elle-même, vers cette femme qu'elle avait été avant qu'on cherche à l'effacer. Elle prit l'ascenseur, descendit au rez-de-chaussée et sortit dans la rue. Le soleil frappait les trottoirs d'une lumière franche. Le monde semblait à nouveau respirer. Elle marcha quelques minutes, puis s'arrêta sur un petit banc. Elle s'assit, ferma les yeux un instant. Elle n'avait pas gagné une guerre, elle avait simplement mis fin à une emprise. Elle avait ouvert les rideaux, et la lumière, maintenant, faisait le reste. Dans la poche de son manteau, son téléphone vibra. Un message. Mamie, c'est Lise. Ça va? Edith sourit doucement. Oui, ma chérie. Maintenant, oui. Elle rangea le téléphone, inspira profondément et se leva. Sa vie lui appartenait à nouveau, et plus personne ne pourrait la lui reprendre. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous aimez ce style de récit, abonnez-vous et laissez un like. Cela nous aide à continuer à créer des histoires fortes et humaines.